Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, nous voici pour l'après volume 2 de la 5e et dernière saison de Stranger Things, dont l'épisode final sort le 1er janvier. Alors cette fois-ci, la vidéo sera plus légère que la première, je ne vous le cache pas. Le grand final sort dans très peu de temps, à peine quelques jours, et bien que le volume 2 nous ait proposé plusieurs moments très intéressants, sur lesquels nous allons revenir bien entendu, eh bien ces nouveaux épisodes servaient quand même précisément à installer les éléments nécessaires pour le grand final, qui lui bien sûr viendra apporter la note de fin et les grandes réponses normalement à toute l'équation. Alerte spoiler du coup, nous allons parler du volume 2, des 3 nouveaux épisodes de Stranger Things et de la fin, l'ultime épisode qui aura carrément la durée d'un film normalement. Bref, donc si vous êtes toutes et tous prêts, et bien sur ce, ne tardons pas plus longtemps, allez, on y va. Bien, comme je le disais plus tôt, ces 3 nouveaux épisodes possèdent un but précis, soit celui d'installer le grand final. Et par conséquent, avec cet objectif en tête, il fallait donc réunir toutes les cartes importantes pour que tous les éléments soient prêts et installés pour le final. Et cela passe, entre autres, par le développement des personnages, dont les rôles narratifs semblent désormais plutôt assez clairs. Avant que tout ce beau monde, justement, soit enfin réuni pour mettre en commun leur savoir et leur découverte, histoire de préparer la dernière bataille. Je fais un petit point là-dessus car la première vidéo que nous avons fait sur Stranger Things 5 est encore très valide sur bien des sujets. Plusieurs arguments ou éléments ont été validés ou répondus, comme Holly, le passé de Henry, Camazotz, et même le capuchon avec la longue vue, même ça, on en avait parlé, ça a été répondu. Mais bref, bien qu'ici on parle du volume 2, je vous invite à voir cette première vidéo car on va quand même tenter d'éviter les répétitions par rapport au grand final. Je vais vous épargner le récit de l'histoire de la pièce de théâtre The First Shadow avec le passé d'Henry qu'on a largement exploré dans la première vidéo, ou encore l'histoire d'un raccourci dans le temps qu'on avait pris le temps de bien raconter. Si nous faisons le point sur la situation, la boucle semble bouclée, puisque dans un objectif de clôturer les intrigues et répondre aux trous scénaristiques de la série, le Dr Brenner, l'iconique papa, et donc la science, dans un sens plus large, est désigné aujourd'hui comme bel et bien la cause de tous les problèmes, comme suggéré dans la 4e saison. Et cela peut sembler être un détail pour le dénouement du récit, sauf que cela possède plusieurs conséquences. Brenner est le véritable monstre, comme l'affirmait Eleven dans sa quête intérieure de vérité. Elle le répète elle-même dans le volume 2, elle n'est pas le monstre. Si l'on se base sur la pièce de théâtre The First Shadow qui raconte l'enfance d'Henry, Dr Brenner est à l'origine des découvertes à propos du Nouveau Monde et son portail, élément qui est définitivement confirmé avec les découvertes de Dustin sur le fameux recueil de Brenner dans le laboratoire Dawkins. Un projet avec lequel le petit Henry, jeune boy scout parcourant en long et en large le désert et les rocheuses de Rachel dans le Nevada, s'est retrouvé malheureusement mêlé. Ce qui a motivé par la suite le docteur à lancer son programme. À mesure d'expérience, Henry est devenu One, et par conséquent, la source de pouvoir de tous les autres enfants, jusqu'à Eleven, présenté comme un alter ego d'Henry. Et malgré l'incident du bannissement d'Henry, la satiété de Brenner n'a donc jamais été comblée. Bien au contraire, comme le disait Eleven, il ne sait pas s'arrêter. Avec Jane, Brenner s'est remis en quête de ce nouveau monde, et plus précisément de retrouver Henry qu'il croyait au fond de lui être encore en vie, quelque part. Et c'est important de refaire un point là-dessus parce que pour le récit, cela possède des conséquences. Plusieurs éléments découlent des actions de Brenner. Déjà par rapport à Cally et le Dr Kay, c'est l'installation de la thématique du cycle. Brenner a ouvert une boîte de Pandore qui ne se refermera jamais. Et les saisons précédentes nous l'ont précisément prouvé. Quoi qu'il arrive, un scientifique ou une personne cupide reprendra toujours l'œuvre de Brenner, là où il s'est arrêté. Et ce que cela sous-entend, c'est l'exploitation de ses recherches, donc de l'Upside Down, du Nouveau Monde, et encore plus, la création de nouveaux enfants au pouvoir surnaturel. Le Dr Kay symbolise donc simplement un pion du cycle, un Dr Brenner 3.0, motivé par la guerre froide, qui une fois morte, se fera remplacer une nouvelle fois. Et Cally, quant à elle de l'autre côté, comprend qu'elle, et surtout Eleven, doivent s'éliminer de l'équation pour stopper toute cette folie meurtrière et ne pas devenir la source comme Henry l'était.
Et en parlant d'Henry, justement, les actions de Brenner et le passé énoncé via la pièce de théâtre The First Shadow servent aujourd'hui dans cette saison 5, enfin moi je le trouve personnellement, à déresponsabiliser Henry sur tout ce qu'il s'est passé. Je m'explique. Bien qu'il soit l'acteur de toutes les horreurs qu'il a effectuées, à la toute base, la direction prise par Henry trouve son origine à cause du Dr Brenner. Si on reprend l'histoire de la pièce de théâtre officielle, Henry était un jeune garçon, un petit boy scout vivant à Rachel dans le Nevada. Sauf qu'en explorant les Rocheuses, il a fini un jour par tomber sur un équipement scientifique volé provenant du laboratoire secret du Nevada. Et à cause de cette trouvaille, le jeune garçon aurait voyagé par inadvertance dans le nouveau monde découvert par les recherches scientifiques. Un endroit où il aurait passé plusieurs heures avant de revenir complètement changé à jamais. Un accident qui a fini par tomber dans l'oreille de Brenner et qui a attisé sa quête de récupérer le jeune garçon dont la famille venait d'emménager à Hawkins. Et c'est totalement la direction prise par la 5e saison. On nous a révélé que Brenner était installé dans un laboratoire très secret au Nevada dans la saison 4. Il est à l'origine des découvertes de l'Upside Down et du Trou de Verre. Il est le docteur à qui a été confié le jeune Henry, qui est devenu le premier enfant de son programme. Et le volume 2 est venu nous confirmer que la grotte incarne un véritable lieu traumatique pour Henry. Pire que ça, le capuchon de sa longue vue lui servait de repère pour sa découverte, celle d'un scientifique en fuite avec une mallette très secrète. Henry, qui souhaitait simplement aider, s'est retrouvé à devoir tuer quelqu'un pour la toute première fois de sa vie, pour assurer sa propre survie. Tout concorde. Le scientifique a fui le laboratoire de Brenner et Henry a très logiquement via la mallette découvert un élément en lien avec l'Upside Down ou carrément le moyen d'y accéder, ce qui l'a changé à jamais. Tout ça c'est bien, mais à quoi ça sert d'avoir le passé d'Henry ? Après tout, on nous a révélé qu'il n'y avait pas de magie, l'origine de tout ça est scientifique. Eh bien, narrativement, cela sert à déresponsabiliser Henry, le placer d'une certaine manière en tant que victime, même si le mot est très fort, bien sûr, je l'accorde. Et surtout, du coup, eh bien, nous rappeler que Vecna, sous toute cette couche d'Upside Down, n'est finalement qu'un humain et un enfant traumatisé. Et c'était une piste vraiment très forte que beaucoup de monde imaginait. Mais là, avec ce volume 2, cela semble presque être confirmé. Je ne sais pas vous, mais c'est la première fois véritablement que Vecna, Henry, n'est pas totalement dépeint comme un monstre, mais comme un humain. Ils ont pas mal insisté sur ce fait dans ce second volume. Quand il nous racontait son histoire, Henry se présentait comme une créature solitaire et incomprise, à l'image des veuves noires auxquelles il vouait une fascination. Et avec le temps, il s'est rendu compte à quel point le monde n'était pas fait pour lui, que les humains, les hommes, n'étaient que des parasites qui empoisonnaient l'existence. Et avec l'émergence de ses pouvoirs, Henry a donc compris qu'il pouvait suivre son propre chemin. Une véritable révélation quand il fut banni par Eleven, car comme dans ses rêves, il a vu un nouveau monde harmonieux, sans humains. Henry est donc devenu, comme il le dit, un prédateur, mais pour le bien. Sauf que tout ceci est le résultat d'un passé chaotique. Henry, un simple boy scout, le cœur sur la main, s'est retrouvé menacé à cause d'une découverte scientifique. Il a tué un homme pour se défendre avant même de n'avoir ne serait-ce que 10 ans. Et comme le veut la pièce de théâtre, il s'est retrouvé lié à un nouveau monde traumatique. Manipulé par une essence sombre, chose sur laquelle nous allons revenir bien entendu, et est finalement revenu à terme dans sa famille qui ne le reconnaissait plus. Puisqu'il faut quand même le rappeler, Henry se faisait renier par sa propre mère, et à terme, ses parents l'ont poussé dans les griffes du Dr Brenner qui a expérimenté Henry jusqu'à l'âge adulte. Et tous ces éléments sont soulignés dans ce second volume. Holly et Max théorisaient sur le fait qu'Henry soit marqué par un traumatisme, chose qui s'est révélée vraie avec le souvenir lié aux scientifiques échappés. Henry lui-même, aux portes de la grotte, ne réfute pas du tout le traumatisme et son incapacité à entrer. Et tout ça pour que, scénaristiquement, Will, à terme, puisse avancer vers son ultime quête et s'affirmer puisqu'on nous a volontairement mis une scène où Max confie à Will comment elle a réussi à survivre tout ce temps, grâce au trauma d'Henry dans la grotte, ce qui signifie que ce dernier a peur, qu'il ressent des émotions,
qu'il est donc humain et n'est pas totalement invincible. Une faille que va pouvoir exploiter Will. Tout ça pour dire que sous une certaine forme, on se tourne vers une sorte de sauvetage d'Henry, voire même un retournement de sa part. Mais attention, je dis ça, cela ne veut pas dire qu'il va survivre ou il va redevenir gentil, loin de là. Il faut qu'on ramène le paramètre flagelleur mental, le Mind Flyer, et un raccourci dans le temps. Ce second volume ne cache plus du tout son inspiration par rapport à un raccourci dans le temps, qui a pris une place encore plus énorme que les suggestions de la première partie. Dans la vidéo précédente, je vous affirmais que je voyais Henry comme le frère du comte, Charles Wallace, celui qui se fait corrompre par le Ça, le It, l'entité psychique malveillante et démoniaque qui contrôle Camazotz, une planète aux multiples facettes ou apparences qui se présente comme bienveillante sur la surface, mais qui est profondément sombre et maléfique. Bien entendu, l'apparence bienveillante, c'était le monde mental où Vecna piège ses victimes, et la réalité plus sombre, c'était évidemment l'Upside Down. Et entre autres, du coup, le nouveau monde qui a été présenté. Meg, la jeune fille, sœur de Charles Wallace et personnage principal de tout ce récit, est logiquement Eleven, surtout quand on sait que symboliquement, Henry et Jane sont frères et sœurs à cause de leur passé. Chose d'ailleurs qu'ils n'ont pas manqué de rappeler encore une fois dans ce second volume. Symboliquement, Brenner représentait quant à lui le père du conte, le père scientifique qui a découvert le nouveau monde et qui s'est retrouvé prisonnier là-bas. Bien qu'il ne soit pas prisonnier, hormis si on penche sur la carte de l'obsession, étant donné sa recherche incessante du nouveau monde, il a littéralement découvert l'étrange dimension, comme le père d'un raccourci dans le temps. Et enfin, du coup, je vous affirmais que le Ça était représenté par le Mind Flyer, le flagelleur mental en français. Et en vrai, tout ceci est encore plutôt cohérent. Mais il y a un petit twist. En fait, en addition avec tout ce qu'on a raconté depuis le début, il y a une scène avec Henry qui pour moi a tout révélé dans ce second volume. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Déjà, ça y est, on y vient. L'Upside Down n'est pas un véritable monde à part entière, mais un tunnel, une transition entre deux mondes. La Terre et plus précisément Hawkins, avec un nouveau monde qui porte désormais le nom Abyss. Ce qui explique d'ailleurs visuellement la chute d'Henry lors de son bannissement entre la Terre et ce nouveau plan d'existence, quand il tombe à cause d'Eleven. Dans la première vidéo, je n'avais pas osé mentionner ce nom, car il n'était pas tout à fait officiel et l'Upside Down aurait pu incarner cet autre monde. Mais il s'agit de la Dimension X, présentée dans la pièce de théâtre The First Shadow. Renommé donc ici en Abyss, le monde source où règne le Mind Flyer, les Démogorgons, les Démodogs et tout le lore de Donjons et Dragons. Et en parlant d'ailleurs de Donjons et Dragons, le nom Abyss renvoie à un véritable endroit de la mythologie du jeu, comme précisé par Dustin, le prof Clark et Erika. Et encore plus précisément, c'est un plan d'existence marqué par le chaos et la malfaisance, un monde où les démons sont maîtres et qui rime avec enfer. Ce que cela veut dire, en fait, c'est que c'est un monde à l'influence néfaste et négative. C'est important de garder ça en tête car, comme on en parlait, si le Mind Flyer représente le Ça, entre guillemets, une source d'énergie malveillante, négative, qui décuple les mauvais côtés de ses victimes, comme dans le conte, cela corrobore avec ce qu'il se passe dans la série. Will était jusque-là victime de ses peurs et n'arrivait pas à s'ouvrir à cause de Vecna. Vecna, soit Henry, qui lui-même marqué par ses peurs et ses traumatismes, s'est engagé dans une voie sans merci, une fois ses liens avec l'Abyss établis. Le Mind Flyer s'apparentant à une source, une naissance, aurait donc décuplé les pulsions et les rancœurs d'Henry, au point de le faire devenir Vecna, lui qui n'a jamais guéri des blessures de son enfance. Et avec sa double casquette, où il prend le rôle de Monsieur Quiproquo, qui est la copie de son homologue d'un raccourci dans le temps mais sur un plan maléfique, Madame Quiproquo, Mrs. Whatsit en anglais, est celle qui permet avec ses deux consoeurs le voyage entre les mondes. Avec le trou de verre, Henry en tant que Mr. Whatsit justifie le voyage dans l'espace-temps pour atterrir dans ce nouveau monde, une nouvelle dimension. Et d'ailleurs je le précise, mais on ne devrait pas avoir de voyage dans le temps du coup, puisqu'avec cette théorie du trou de verre qui nous est présentée depuis la toute première saison, l'espace-temps est déformé pour simplement relier deux points très éloignés. Bref, pour revenir sur ce que je disais, Henry a pour moi révélé un élément du final par le biais d'une scène en lien avec un raccourci dans le temps.
Et c'est quand il se retrouve face aux enfants pour expliquer que Max est méchante et qu'Holly a été corrompue. Je cite, « Ce monstre, en parlant de Max bien sûr, est très puissant et travaille pour la chose noire. Mais également, Derek a peut-être raison. Peut-être j'ai échoué et la chose noire a gagné. » Cette mention est terriblement importante parce que la chose noire, The Black Thing, n'avait pas été prononcée jusque-là. Dans un raccourci dans le temps, Black Thing, c'est l'incarnation du mal, l'ombre qui recouvre des planètes comme sur Camazotz, ou sur un plan figuré, c'est la négation qui sommeille en chacun de nous, la part d'ombre qu'on cache et qu'on étouffe pour laisser place à la lumière. C'est très important parce qu'on parle du ça, du it, mais la chose noire, ça va encore plus loin. Ce sont carrément les ténèbres, l'essence profonde du mal qui permet au it, le ça, d'exercer justement sa malveillance. C'est la source de tout pouvoir négatif, sombre. Vous voyez l'idée? Et je trouve ça fou qu'Henry, qui se présente comme un acteur du bien face aux enfants, Monsieur Quiproquo, le dise de lui-même. Si Vecna et le ça, comme c'était affirmé en début de saison, eh bien rajouter la mention de Black Thing sous-entend clairement l'idée d'une source malveillante pour le ça. Pire, c'est même Henry lui-même qui nous le révèle. Il a connaissance de cette entité, et nous le savons de notre côté depuis 4 saisons, mais la représentation des abysses, l'essence malveillante qui se répand comme une ombre, qui influence les gens contre leur gré, qui est assimilée au mal, eh bien c'est le Mind Flayer. Si on change l'analyse du conte, eh bien cela voudrait dire que Eleven est bel et bien Meg, Will serait donc Charles Wallace, le frère qui a été corrompu, mais qui a été libéré de l'emprise du ça, Vecna serait donc le fameux ça, comme c'était dit dans la série, et le Mind Flayer, la chose noire, qui corrompt tout, provenant d'une dimension nommée par Dustin comme Abyss, soit l'équivalent d'un royaume des enfers, pour résumer vulgairement. Est-ce qu'Henry, comme il se place dans cette scène, serait donc bel et bien celui qui va fermer la porte à la chose noire? Eh bien, le final va nous le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis très curieux d'avoir vos avis, je l'admets. Je pense que ce second volume va faire diverger les avis, je pense que ça va diviser. Je vous avoue que personnellement, j'ai largement préféré la première partie, et j'espère que le grand final va envoyer du lourd. Est-ce que vous pensez que Henry va se retourner contre le Mind Flayer avant de mourir? Est-ce que le Mind Flayer lui-même va revenir d'ailleurs? Est-ce qu'il va y avoir des morts? Bah, l'espace commentaire est là pour ça, on va pouvoir en débattre. La vidéo est plus courte que d'habitude, je le reconnais, mais le grand final sort dans quelques jours, comme je vous disais, et puis ce second volume était là vraiment pour installer le grand final, j'ai l'impression. Je tenais en tout cas à vous couvrir toutes les sorties par rapport à cette saison 5, parce que après tout... Stranger Things, ça nous suit depuis la saison 2 sur la chaîne. On se doit quand même de terminer tout ça en beauté, avec 3 belles vidéos. Donc j'espère que mon humble analyse et mes interprétations vous ont plu. Je vous propose qu'on se revoie très vite, une fois que le grand final sera sorti. Et puis écoutez les amis, c'était Argorock, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, ciao tout le monde.